Monsieur Pijard, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir une nouvelle fois après nos entretiens sur la Grande Armée, Napoléon, l'œuvre civile. Donc aujourd'hui, c'est un entretien consacré à la bataille de Waterloo. Euh, Ma première question sera très simple, c'est en se replaçant dans le contexte historique. Donc nous sommes début juin 1815, l'empereur entame la campagne de Belgique. Avait-il de sérieuses chances de l'emporter? Alors, réponse en deux temps. Il avait une très grande chance de remporter cette première bataille. Deuxième volet de la réponse, c'eût été très difficile de vaincre tous les coalisés. Il ne faut pas oublier qu'on avait l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, la Russie contre nous. Donc, si Waterloo ne s'était pas eût été une victoire en Belgique, il y aurait certainement eu ailleurs un autre Waterloo. Beaucoup ont reproché à Napoléon son choix de prendre Soult et de laisser Davout à Paris. Alors les défenseurs de Napoléon expliquent que l'empereur avait besoin d'un homme de confiance à Paris. Qu'en pensez-vous? Oui. Alors, comme je dis toujours quand je parle de Waterloo, je dis Napoléon avait 4 as dans son jeu, mais il ne les a pas joués. Le premier as qu'il n'a pas joué, c'était un peu compréhensible, c'était Murat. Parce que Murat, à la tête de la cavalerie à Waterloo, eût été d'un autre volume que le maréchal Ney. Le maréchal Ney n'a jamais été un grand général de cavalerie. Murat était un grand général de cavalerie. Mais disons que les allers-retours d'alliance de Murat ont fait que Napoléon n'a pas voulu lui faire confiance. Le deuxième as que Napoléon n'a pas joué, c'est le maréchal Davout. Et là, c'est bien regrettable. Napoléon est en froid avec le maréchal Davout depuis la campagne de Russie, à l'époque où Jérôme Bonaparte, qui n'était absolument pas un militaire malgré ses très beaux uniformes, n'avait aucune compétence tactique ni stratégique en matière militaire. Et Davout, naturellement, ne s'est pas privé de le faire remarquer à l'empereur. L'empereur n'a pas tellement bien réagi, à telle enseigne qu'en 1813, Napoléon envoie le maréchal Davout à Hambourg et en 1814, où il va avoir un rôle tout à fait mineur. En 1814, au retour, enfin 1815 plus exactement, au retour de Napoléon, la présence de Davout parmi les membres de l'armée du Nord eût été quelque chose de fondamental. Si Davout avait pris le commandement à la place de Grouchy, il est évident que tout aurait changé. Mais bon, avec des si, on connaît la suite. Deuxième as que Napoléon n'a pas joué. Troisième as que Napoléon ne joue pas. Le maréchal Berthier s'est suicidé, je pense, s'est suicidé le 1er juin 1815 à Bamberg. Pendant des années, son bras droit a été le général Bailly de Monthyon. Bailly de Monthyon qui connaissait excessivement bien le travail d'un chef d'état-major. Soult, lui, n'a jamais rempli cette mission de chef d'état-major. Mais Napoléon avait besoin d'avoir dans son aéropage de maréchaux des noms célèbres. Il avait réussi à avoir Ney, il avait Davout, maintenant il allait avoir Soult, mais Soult n'était pas au meilleur emplacement. Et là, c'est une erreur de Napoléon de ne pas avoir placé un numéro 2 à l'état-major, mais qui lui connaissait bien le travail. Enfin, je dirais qu'il y a un quatrième atout que Napoléon ne joue pas, mais il ne peut pas le jouer. Ce sont tout simplement les troupes du général Lamarque qui vont être obligées d'aller combattre en Vendée, donc globalement 15 000 hommes, et pas n'importe qui, de bonnes troupes et de la jeune garde. Et si Napoléon avait pu bénéficier de cette jeune garde à Ligny, et après le soir de la bataille de Waterloo contre l'arrivée des Prussiens, il est évident que la donne eût été différente. Alors voilà, si vous voulez, globalement,
ce que l'on peut dire sur les hommes. Maintenant, il y a d'autres paramètres, mais comme la météorologie, mais ça, c'est autre chose. Alors, au sujet de votre quatrième as ou quatrième atout, Napoléon, c'était difficilement jouable de laisser dans son dos une guérilla en Vendée. Oui, c'était difficile, mais d'un autre côté, il avait placé également le long de la frontière des Alpes, en Alsace, sur les Pyrénées, des corps d'armée, des troupes qui ne vont servir strictement à rien, qui ne vont servir à rien. Donc, quitte à faire, je pense que la répartition des troupes sur les frontières françaises, à cette époque de juin 1815, n'était pas la plus judicieuse. Je me permets de dire ça en face à l'empereur. Il ne sera peut-être pas content. Parlons de Soult rapidement. Les historiens, avec les années, ont été plutôt sévères avec lui. Cette sévérité est-elle méritée? En ce sens, est-ce que Soult porte vraiment et réellement une part de responsabilité dans l'échec final de cette campagne? Et si oui, à quel niveau, à quel degré? À partir du moment où il y a défaite, on peut dire que tout à chacun des participants assume un rôle dans la défaite, plus ou moins important, mais en plus on remonte vers la pyramide du commandement, en plus le rôle de ceux qui commandent est important. Et là, il est bien évident que Soult n'a pas rempli exactement le rôle qu'on lui donnait en qualité de major général. Berthier, lui, avait une habitude, c'est que quand il avait des messages à faire porter, eh bien, il les faisait porter par écrit, mais si c'était trop important, par oral, et il faisait répéter préalablement à l'officier qui transportait le message de lui répéter de façon à voir qu'il avait bien compris. S'il était fait prisonnier, il n'avait pas de message sur lui. Donc, pas de problème. Et ensuite de cela, eh bien, l'officier devait revenir au quartier général du maréchal Berthier pour lui dire message transmis à telle personne, à telle heure, à tel endroit. Donc Berthier savait que le message avait été envoyé, bien diffusé et que la réponse était revenue. Mais avec Soult, une fois de plus, c'était la pratique qui manquait à ce maréchal. Est-ce que vous pourriez être plus précis concernant la qualité des troupes dont Napoléon dispose pour la bataille de Waterloo, pour cette campagne de Belgique? Était-ce une bonne troupe qu'il avait en sa main ou est-ce une armée Oui. reconstituée un peu à la va-vite? Non. Il est évident que c'est une armée impériale reconstituée, puisqu'avant elle avait été dissoute. Mais les troupes qui rejoignent Napoléon en 1815 sont des bonnes troupes. Il ne faut quand même pas oublier qu'à 17 heures le soir, l'armée de Wellington est vaincue. Ce sont les Prussiens, avec 3 corps d'armée, qui sont les grands vainqueurs de la bataille de Waterloo, et non pas les Anglais, qui, comme à leur habitude, tirent la couverture à eux. Il ne faut pas oublier que dans l'armée dite britannique, il y a 75 000 hommes, un tiers de Hollando-Belges, un deuxième tiers de contingent allemand, Brunswick, Hanovre, etc. Le troisième tiers est composé de Britanniques, d'Anglais et d'Écossais. Donc on voit que le nombre des combattants qu'a Wellington sous ses ordres n'est pas énorme. Et en fin de journée, eh bien, il va être battu. Wellington a appliqué à Waterloo la même tactique qu'il a appliquée en Espagne. Je dirais que, pour moi personnellement, c'est un mauvais général. C'est un mauvais général qui applique la même tactique qu'à Vittoria, qu'à Busaco et à Waterloo. C'est-à-dire, il choisit le point le plus haut sur le champ de bataille, il met ses troupes en carré et il attend l'ennemi. Il n'y a aucune manœuvre
Et pareil à la bataille des Arapiles. Il n'y a aucune manœuvre dans le dispositif militaire de Wellington. Il a été servi par la chance, et notamment à Waterloo, parce que son système de carré est d'attendre. Eh bien, s'il n'y a pas 3 corps d'armée prussiens qui débouchent sur la droite française, Wellington se prend une défaite de premier ordre. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire sur lequel j'aimerais avoir votre avis. C'est le corps de Drouet d'Erlon qui fait des allers-retours durant toute la journée sans être utile à la fois à Ligny et aux 4 bras. Qu'en pensez-vous? Oui. Alors là, c'est bien dramatique. Hein. C'est bien dramatique et j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Ligny et de rencontrer Monsieur Gérard, qui est un ami belge, qui est très spécialiste de la campagne de 1815. Et il faut quand même savoir que le corps de Drouet d'Erlon s'est approché à globalement 500 mètres de l'aile droite française. C'est-à-dire que l'avant-garde de Drouet d'Erlon voyait les troupes françaises. Et Drouet d'Erlon a hésité parce que Ney lui a dit « Revenez, j'ai besoin de vous », alors que l'empereur avait besoin de Drouet d'Erlon. Donc Drouet d'Erlon s'est baladé toute la journée avec son corps, il n'a servi ni à l'un ni à l'autre. Mais ça, c'est assez classique sous l'Empire. On voit souvent des généraux ou des maréchaux qui sont brillants au 2e rang. Quand l'empereur est là et leur dit il faut faire ça, ça et ça, mais quand ils passent au 1er rang et qu'ils sont chargés de commander, là, tel est celui qui brille au 2e rang qui s'éclipse au 1er. Et c'est le cas de Ney. Une fois de plus, Ney est quelqu'un de très brillant, de brave, etc. Mais ça n'est absolument pas un tacticien ni un stratège. Absolument pas. Et Drouet d'Erlon, lui, ne fait qu'obéir au maréchal qui lui dit « vous revenez », etc. Et si, une fois de plus, le maréchal Ney attaque dès le matin, aux 4 bras, plutôt que de tergiverser et d'attendre le soir que les troupes hollando-belges, anglaises soient renforcées, eh bien, on balaye complètement ce corps d'armée qui aurait été disloqué et qui n'aurait pas eu le même rôle 2 jours plus tard. Juste pour finir sur Drouet d'Erlon, c'est quand même, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même fou qu'un homme qui est quand même plutôt un bon officier, à un moment donné de sa journée, il prenne une décision, soit à 4 bras, soit à Ligny, mais enfin, c'est quand même. Alors après, nous on parle, on est à plus de 200 ans, on est bien assis confortablement au chaud, mais c'est quand même fou. J'ai l'impression, enfin, c'est quand même difficile à admettre et à comprendre qu'à un moment donné, il a été incapable de prendre une décision, quitte ensuite, dans un 2e temps, à recevoir les foudres de l'empereur, mais faire des allers-retours alors que les camarades à gauche, à droite, ils ont besoin de lui. Oui, mais Drouet d'Erlon se trouvait pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau Napoléon, l'enclume le maréchal Ney, et lui, il était obligé d'obéir à son supérieur hiérarchique immédiat, et c'était le maréchal Ney. Le maréchal Ney qui, par sa faute du matin, eh bien, a vu que l'après-midi, il allait être vaincu, et au lieu de laisser le corps de Drouet d'Erlon, 15 000 hommes quand même, aller lutter contre les Prussiens, et vraiment là, les battre à pleine couture et les renvoyer très loin, eh bien, Drouet d'Erlon assume une partie de la défaite de ce qui va se passer 2 jours plus tard. Alors justement, lors de la bataille de Ligny, d'un point de vue français, qui est le nôtre, malheureusement, les Prussiens sont vaincus, mais ils ne sont pas détruits. Et donc, beaucoup d'historiens et d'observateurs militaires ou historiques ont blâmé Napoléon pour avoir beaucoup trop tardé dans sa prise de décision, c'est-à-dire de donner les ordres pour la poursuite des Prussiens. Mais il y en a d'autres, donc plutôt ses défenseurs, ont estimé que Napoléon ne pouvait pas envoyer Grouchy ou des soldats à la rescousse, enfin à la poursuite des Prussiens, et que donc ce temps d'attente, il était compréhensible parce que c'était de la prudence. Qu'en pensez-vous?
Alors, il est évident que Napoléon se trouve vainqueur le soir du 16 juin à Ligny, et il sait qu'il a le tiers de l'armée du Nord, c'est-à-dire Grouchy, qui va se placer entre lui et les Prussiens, entre lui qui est vainqueur et les Prussiens qui sont vaincus. Donc, dans la tête de l'empereur, il est évident que cette masse de 30 000 hommes va faire basculer le sort en sa faveur et que les Prussiens qui ont déjà été vaincus le 16, eh bien, s'ils se rapprochent, seront à nouveau vaincus par Grouchy. Mais, pardon, par, par Gérard également, alors que Gérard, lui, voulait intervenir. Bon, Grouchy, lui, une fois de plus, n'est quand même pas un général qui a une grande valeur tactique et stratégique. C'est un très bon général de cavalerie, Grouchy. Bon général de cavalerie, mais qui veut dire bon général de cavalerie ne dit pas forcément un bon général pour commander une armée. Et c'est là où Grouchy va se faire amuser par les 4 corps prussiens. Il y en a 3 qui vont bifurquer en oblique et qui vont venir sur le flanc droit de Napoléon, alors qu'un autre, le corps, disons, qui était commandé par Thielmann, l'ex-général saxon, lui va amuser, si vous me permettez l'expression, Grouchy et l'empêcher de faire sa jonction avec Napoléon. Mais sur la prise de décision de Napoléon, où il met à peu près 17 heures entre la fin de la bataille de Ligny et que Grouchy, quand Napoléon donne ses ordres, est-ce que ce temps, quand même, d'une dizaine d'heures, est-ce qu'il est compréhensif ou Napoléon commet une erreur d'avoir mis trop de temps? Parce que c'est sûr, quand on part à la poursuite de quelqu'un avec plus de 10 heures de retard, surtout à l'époque, il n'y a pas les moyens modernes de communication, est-ce que la défaite de Waterloo ne se joue pas dès le 16 au soir ou le 17 au matin dans la journée? Alors, c'est possible. Elle peut se jouer le 16 au soir ou dans la mesure où Napoléon pense que Grouchy va lui servir de barrière entre lui et les Prussiens. Bon, ça, c'est une chose. Napoléon pense peut-être dans la journée du 18 au 14 juin 1800, où le soir, il était battu par les Autrichiens dans la plaine de Marengo, et l'arrivée de la division de Say a permis de remporter la victoire. Donc, il est évident que Napoléon pense peut-être à ça. En plus de cela, Grouchy était avec des généraux, notamment le général Gérard, qui lui a dit devant tout l'état-major, Monsieur le maréchal, il est de votre devoir de marcher au canon. C'était pas loin, il y avait 15 kilomètres. Il y avait 15 kilomètres. À 11h30 du matin, je dis bien 11h30 du matin, la canonnade à Waterloo, les officiers avaient l'habitude, hein, ils pouvaient, disons, évaluer les distances avec le bruit, etc. Et ils ont dit, ça se passe du côté de Waterloo, il y a entre 15 et 18 kilomètres à vol d'oiseau. À 11h30 du matin, les troupes françaises pouvaient tout à fait aller en direction de Waterloo. Sur les troupes de Grouchy, il aurait très bien pu laisser un corps d'armée, ou une division, tout dépend de ce qu'il avait, hein, laisser une partie, un tiers de ses troupes contre les Prussiens de Thielmann et arriver à aider Napoléon au niveau de Plancenoit, là où le bas a blessé. Mais en partant à 11h30 ou midi, raisonnablement, les Français de l'aile droite, enfin de Grouchy, les 20 000 hommes de Grouchy, ces fameux 2 tiers, ils auraient mis combien de temps pour arriver? À quelle heure ils seraient arrivés sur le champ de bataille? Écoutez, en temps normal, on peut compter entre 4 et 5 kilomètres à l'heure. Bon, là, il faut admettre quand même que les chemins sont étroits. Il y a l'artillerie à faire passer. Il a plu. Donc, comptons 5 heures. 5 heures. 5 heures, 5 heures et demie. C'est-à-dire, à 17 heures, Grouchy pouvait déboucher sur le champ de bataille en même temps que Blücher. En même temps que Blücher. Durant C'est-à-dire que Grouchy aurait très bien pu entrer en conflit, en bataille rangée
contre Blücher, et Napoléon, lui, pouvait s'occuper des Anglais, les Anglais qui commençaient d'ailleurs à battre breloque, ils étaient en très très mauvaise opposition en fin de journée, puisque Wellington a dit lui-même, c'est la nuit ou c'est Blücher. Bon, il a eu Blücher. Alors, comme on parle de Grouchy, j'aimerais qu'on reste un instant sur lui. Pendant des années, donc, on l'a bien compris, il fut considéré comme le principal responsable de la défaite de Waterloo, car il n'avait pas réussi à bloquer les Prussiens ou à revenir sur le champ de bataille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, tout au long du 19e, du 20e, cette accusation, elle a un peu perdu de sa force. Et aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour dire que cette accusation, cette responsabilité de la défaite de Grouchy, elle perd un peu de sa force parce que les historiens aujourd'hui nous expliquent que en fait Grouchy s'en est tenu à des ordres qui étaient à la fois peu clairs et contradictoires. Qu'en pensez-vous? Oui, il y avait des ordres, c'est-à-dire il y avait plusieurs ordres, des ordres peu clairs, contradictoires, il en avait reçu, etc. Mais il est évident que c'est là où l'on voit le bon tacticien qui, quand il se retrouve dans une situation délicate, est capable d'analyser une situation en disant voilà, l'empereur livre une bataille à 15 ou 20 kilomètres, est-ce que je dois m'en tenir à continuer de poursuivre les Prussiens, en l'occurrence le 4e corps de Thielmann, ou alors est-ce que je dois prêter secours à Napoléon? Bon, la logique serait la deuxième solution, prêter secours à Napoléon. Mais il est bien évident qu'une fois de plus, Grouchy a reçu un paquet d'ordres, des ordres contradictoires, le maréchal Soult n'a pas été à la hauteur, et puis Grouchy a reconnu quand même plus tard qu'il avait été vexé de la remarque du général Gérard, lui disant, Monsieur le maréchal, il faudrait peut-être y aller, laissez-moi marcher avec ma division, etc., etc., et que Grouchy a dit non, non, on ne va pas disperser nos troupes, etc. Donc, Grouchy était le patron. Il était maréchal, il était le patron et il était censé faire ce que Napoléon lui avait dicté. Après, comme vous dites si bien, un officier doit aussi être capable, selon les circonstances, soit de transgresser les ordres ou soit de faire preuve d'initiative. D'improviser, c'est exactement ce que fait le général Dessay à Marengo. C'est ce que fait Dessay à Marengo et qui sauve la journée, qui fait d'une défaite une grande victoire. Mais c'est toute la différence entre un général Dessay et un maréchal Grouchy. Et puis maréchal, un peu de la dernière heure, si vous me pardonnez l'expression. Il est même le dernier des maréchaux de Napoléon, le 26e, à avoir obtenu le bâton de maréchal. Tout à fait. Alors, le 17 ou 18 juin, donc le jour de la bataille de Waterloo ou la veille, est-ce que Napoléon a été trahi par des officiers qui ont changé de camp et donné des informations confidentielles? Alors, il y a le général Bourmont. Le général Bourmont qui est passé dans le camp des Alliés, en leur disant Napoléon va vous attaquer, etc. Et puis d'ailleurs, le Blücher n'a pas voulu le recevoir. Il a dit qu'est-ce que c'est que ce Jean foutre et tout. Blücher n'a pas voulu le recevoir, mais il est évident que Bourmont, bon, qui était un royaliste jusqu'au bout des ongles, eh bien, a trahi et est passé du côté. Enfin, il n'a pas combattu contre les Français, mais il a donné des informations et après, il s'est éclipsé. Est-ce que ces informations ont vraiment eu un impact sur le déroulé de la bataille? Non, pas fondamental, parce que les Alliés savaient quand même, les Alliés n'étaient pas que stupides, les Français non plus, il y avait des systèmes de renseignement, il y avait de l'espionnage, il y avait des patrouilles de cavalerie, donc globalement, les troupes savaient à peu près où elles se situaient. Hein. Les troupes savaient à peu près où elles se situaient. Alors, le 17 au soir, donc dans la nuit du 17 au 18, il pleut beaucoup. Et donc, le matin à 8 heures, quand il faut commencer la bataille, plusieurs officiers, Drouot, etc., disent à Napoléon qu'ils ne peuvent pas répondre de l'artillerie
parce que les Oui, oui. boulets ne vont pas rebondir. Et donc, la bataille commence à 11h30. 11h30. 11h30, 11h30. oui. Donc, et après, ce qui est paradoxal, encore une fois, c'est qu'on voit que, on voit que du côté français, si la bataille commence à 8h, elle est peut-être gagnée dès 13h, 14h, et les Prussiens Ah, mais n'ont il n'y pas a le pas de temps problème. d'arriver. Il n'y a pas de problème. Si la bataille peut commencer si le temps est clément et et qu'il ne pleut pas, Waterloo prend une autre suite, hein. C'est évident, hein, parce que faire manœuvrer des pièces d'1,5 tonne jusqu'à 2 tonnes dans les fossés boueux, c'est pas l'idéal, hein, pour la cavalerie, enfin, le train d'artillerie, c'est pas l'idéal, et même pour la cavalerie qui va être obligée de faire des charges dans un terrain vraiment désagréable au possible. Mais si la bataille avait commencé à 8h, est-ce que vraiment la puissance de l'artillerie aurait-elle pu être aussi efficace qu'à l'accoutumée? Parce que, ouais. Alors, il y a quand même des choses à voir. C'est que les Britanniques, Wellington avait choisi donc une position. Il était sur le plateau de Mont-Saint-Jean avec ses carrés principaux et il avait mis quelques carrés devant. Donc, quand on est au fond du vallon de la Haie-Sainte, on ne voit pas les carrés qui sont au-dessus. On ne voit que les premiers. Et l'artillerie française, naturellement, n'a pas pu faire les dégâts qu'elle aurait dû faire en temps normal, c'est-à-dire inonder les carrés qui étaient statiques par définition de tirs, de boulets, d'artillerie, etc. Ça aurait pu détruire en grande partie ou bien les disloquer. Et ça ne s'est pas fait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la qualité de la troupe impériale qui était plutôt, selon vous, bonne, voire très bonne. J'aimerais avoir votre avis sur un aspect qui est très important à la guerre, c'est le moral et la psychologie. Quel était l'état psychologique et le moral des troupes françaises juste avant la bataille de Waterloo? Alors, il est évident que les événements politiques qui se sont déroulés entre l'abdication de Napoléon en avril 1814 et le retour de Napoléon en en mars 1815, font que la mentalité a quand même un petit peu évolué. Les royalistes sont revenus, ils ont eu des postes dans l'armée, une partie de l'armée impériale n'est pas revenue pour servir, il n'y a pas eu de conscription en 1815, donc il y a quand même tout un ensemble de faits qui montrent qu'il y a une certaine, je dirais peut-être une certaine fragilité dans l'esprit des combattants. Et puis, les militaires ont confiance dans leur chef. Et quand le maréchal Davout, beaucoup auraient préféré combattre sous les ordres du maréchal Davout plutôt que de le voir enfermé dans les bureaux du ministère de la Guerre à Paris. Les cavaliers et la cavalerie auraient préféré suivre Murat plutôt que de suivre un maréchal Ney. Ney était brave, mais Murat avait plus le sens d'entraîneur dans la cavalerie. Et puis Murat, de toute façon, savait qu'il allait jouer un va-tout ici. Il allait jouer un va-tout à Waterloo et Murat, tué à Waterloo, lui faire entrer dans la légende qu'il ne va pas entrer, du moins pas par la même porte, qu'en étant fusillé à Pizzo de Calabre. Oui. Pas pareil. Oui, au cours d'une expédition malencontreuse et très mal montée. Enfin, peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus. Alors, vous avez parlé. Et c'était pourtant un vendredi 13. Le vendredi 13 octobre 1815. Vous avez parlé du maréchal Ney, donc le brave des braves suite à la Moscova et la campagne de Russie. Est-ce que vous pouvez, notamment pour les plus jeunes qui s'intéressent à la bataille de Waterloo, expliquer son attitude le jour de la bataille, avec ses charges incessantes? Il y a quelque chose de paradoxal. Alors, il y a eu en fait, si vous voulez, cette bataille de Waterloo est mal articulée. Dans une bataille, on utilise 3 types d'armes: l'artillerie, la cavalerie, l'infanterie.
Mais les trois armes doivent être combinées et se soutenir. Si vous faites une préparation d'artillerie qui jette le désordre dans les troupes ennemies, mais que ce désordre n'est pas exploité immédiatement par de l'infanterie ou de la cavalerie, ça ne sert à rien. C'est le cas du maréchal Ney, qui va faire, il aurait fallu faire vraiment un tonnerre de feu contre les Alliés avec l'artillerie française, et immédiatement après, arriver avec la cavalerie, ne pas les laisser se reformer. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Et quand le soir, Napoléon fait entrer la garde, pas les 3e et 4e grenadiers, les 3e et 4e chasseurs, qui ne sont pas de vieille garde, mais ce qu'on appelle improprement de moyenne garde, eh bien, ils ne vont pas être soutenus. Donc, on voit qu'il y a des attaques par séquence, mais qui ne se soutiennent pas les unes des autres. Et ça va être dramatique pour la suite de la journée. Mais en fait, quand on écoute les historiens sur Napoléon et de la bataille de Waterloo, plus précisément, il y a quand même quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que on note malgré tout que la troupe, elle est plutôt compétente, mais il y a une défiance assez forte envers les officiers. La bataille est quand même, comme vous le dites, très mal articulée. Il y a une manque de coordination, comme vous venez de le dire, entre les différentes armes. Et ce qui est quand même là vraiment paradoxal, c'est que nonobstant tous ces facteurs, à 17h30, 18h, la bataille est quand même gagnée pour les Français. Et il suffit que les Prussiens débarquent sur le côté. Donc, comment vous expliquez qu'une bataille mal articulée, dans un contexte politique français qui est là aussi vraiment très particulier, et que malgré tout, à 18h, c'est gagné pour nous, parce que Wellington, lorsqu'on lit les mémoires d'officiers anglais, on le sait aujourd'hui de sources sûres, Wellington commence à donner des ordres pour la retraite. Et finalement, oui, c'est la débandade française. Mais ce qu'il y a, c'est tout simplement la loi du nombre. La loi du nombre, Napoléon va voir fondre sur lui près de 50 000 Prussiens sur son aile droite. Il n'a plus rien pour y répondre. Il n'a plus rien pour y répondre. On parlait tout à l'heure des 15 ou 20 000 hommes qui étaient en Vendée. Là, ils ont joué. Là, les Vendéens ont bien joué parce qu'ils ont permis de neutraliser une partie des forces de Napoléon qui auraient pu lui servir. Donc là, il est évident que les troupes prussiennes qui étaient commandées par par Blücher, qui s'était échappé des griffes de Grouchy, qui était avec Blücher, eh bien Blücher, lui, n'est pas du tout ni un tacticien ni un stratège, c'est le général Vorwärts en avant, et il haïssait les Français depuis sa naissance, j'ose croire. Et donc, à partir de là, eh bien, il a donné un coup de pouce, vraiment, il a permis à Wellington de rester sur le terrain, même de descendre du plateau et de faire une pseudo-contre-attaque parce qu'il y avait des Prussiens qui arrivaient sur la droite française. Mais sinon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Wellington, il était complètement battu. Il était complètement battu dans cette journée du 18 juin. On n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est le moment d'en parler. C'est du principal intéressé, Napoléon. Beaucoup disent que le jour de la bataille de Waterloo, il était malade, mal de crâne, hémorroïde, et que cela a dû jouer sur ses capacités d'analyse et de réflexion. Est-ce que vous êtes partisan de la thèse que Napoléon était malade et donc diminué, ou au contraire pour vous, il était juste diminué par l'âge, mais pas du tout malade? Non, je dirais même pas diminué par l'âge, parce que vous savez, moins d'un an, enfin une année avant, il était en pleine possession de son esprit lors de la campagne de France. Alors, je le vois pas, c'était quelqu'un qui connaissait quand même l'art de la guerre sur le bout des doigts. Par contre, je pense qu'au niveau des rouages inférieurs, il y a eu beaucoup moins de rigueur, et c'est là, je pense, où l'absence de Berthier est terrible.
est terrible à Waterloo et c'est ce qui va nous coûter, la bataille. Hein. Mais vous savez, le 7 septembre 1812, à la Moskova, Napoléon était complètement malade. Il est assis sur la butte de Chevardino. Il a une migraine carabinée et tout. Ça n'empêche pas les Français d'être vainqueurs. Il a quand même pu donner ses ordres et tout. Donc à Waterloo, je pense que c'était pareil. Mais je pense que les ordres qui ont été donnés n'ont pas été des ordres suffisamment clairs, suffisamment précis pour arriver dans les bonnes oreilles avec une suite donnée par les généraux ou par les maréchaux qu'on aurait pu espérer meilleure. Et que pensez-vous alors de tous ces témoignages qui parlent d'un Napoléon plus alourdi, le regard un peu vide, qui n'a plus la même étincelle dans son regard? Il est bien évident qu'entre le Bonaparte de 1796 en Italie et le Napoléon de 1815, bon, il y a 20 années qui se sont passées. Le poids, il a commencé à en prendre à partir de 1810-1811. Hein. Il a pris un peu d'embonpoint, je dirais, à partir de son mariage. Hein. Il faut dire que 1810-1811, Napoléon n'est plus en campagne. La dernière campagne, c'est l'Autriche en juillet 1809. La prochaine, ça sera 3 ans plus tard, en 1812. Donc, il est évident que la morphologie de l'homme, vers 45 ans, ici, a évolué. Ce n'est plus le même homme. Mais je pense qu'intellectuellement, non, il n'était pas diminué. Il n'était pas diminué. Donc, cette bataille de Waterloo, c'est la conjoncture de tout un ensemble de détails. Hein, c'est une sorte de puzzle. Il manque une pièce par-ci, il manque une pièce par-là. Et puis, le total est bien entraîné, cette défaite que je conteste aux Britanniques parce qu'ils ne sont absolument pas les vainqueurs de Waterloo. S'il y a un vainqueur à Waterloo, c'est Blücher et ils peuvent lui dire merci. J'ai lu un livre récemment sur Waterloo, et en fait, c'est un livre qui résume des avis d'historiens. Et ce qui est assez rigolo et marrant, si vous me permettez l'expression un peu triviale, c'est que certains Allemands parlent de victoire germanique pour Waterloo, étant donné que les Anglais, ils sont tellement épuisés que lorsque les Prussiens déboulent, il ne faut même plus un mettre en avant. Ils disent aux Prussiens, allez-y, finissez. Je vous dis, mais les Britanniques ne forment que 1/3 de l'armée de Wellington. Il n'y a que 25 000 Britanniques. 25 000 Britanniques. Le deuxième tiers, les Hollando-Belges, et les autres, les contingents allemands, les troupes de Nassau, de Brunswick, de Hanovre, etc., qui sont des Allemands également. Et puis le gros du bataillon sont les Prussiens. C'est vrai que c'est beau. C'est une victoire germanique, mais comme à leur habitude, les Anglais ont tiré la couverture à eux. Pourquoi? Parce que celui qui commandait en chef la bataille contre Napoléon, au début, était un Britannique, un Irlandais qui plus est. J'ai encore une question ou deux. Vous savez, quand Napoléon fait donner la garde vers 18h, 18h30, lorsqu'on étudie les effectifs, il y avait quand même peu d'hommes qui montent à l'assaut. C'est-à-dire que, enfin, normalement, la garde, c'est censé être une masse qui fond sur l'ennemi pour donner le dernier coup, on peut dire. Et là, il y a quand même peu d'hommes. Enfin, est-ce que déjà, dès le départ, ce dernier assaut frontal n'était-il pas il est voué à l'échec. Il est voué à l'échec pour la raison dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que envoyer de l'infanterie sans préparation d'artillerie et sans un suivi de cavalerie, c'est zéro. C'est zéro. Donc, l'infanterie, qui n'est d'ailleurs pas, bon, c'est ce qu'on appelle la moyenne garde, hein, la jeune garde, elle est sur Plancenoit, la vieille garde, elle est en réserve derrière, et la moyenne garde, les 3e, 4e grenadiers chasseurs, sont eux qui vont partir à l'assaut. Mais ils ne sont pas suivis. Ils sont peu aussi numériquement. Ils sont pas tellement nombreux. Ils forment à peu près 4000 hommes. 4 régiments d'à peu près 1000 hommes chacun.
Donc 4000 hommes contre des Anglais qui se sont reformés et qui ont repris le moral parce qu'ils savent que Blücher est en train d'intervenir sur leur gauche. Donc il est évident que cette attaque, elle était, on peut dire, quasiment vouée à l'échec. Et pourquoi Napoléon ne donne pas la vieille garde complètement? Il faut garder quand même une réserve, systématiquement. Dans toutes les armées, il faut garder une réserve. Et d'ailleurs, ça ne va pas être à Waterloo la panique dont on a parlé. Quand la garde, celle qui recule, sous-entendu la moyenne garde recule, elle va venir se retrouper autour de la vieille garde. C'est la vieille garde également qui va permettre à Napoléon et au reste de l'armée de se protéger parce que les Anglais sont épuisés, les Prussiens c'est guère mieux, et donc c'est la vieille garde qui va assurer, disons, la protection de l'armée française et notamment de la personne de l'empereur. Et puis même, ils vont même finir au canon les derniers carrés français. Oui, oui. Alors, bah là, il y a les derniers carrés qui, là, il y a une grande partie de légende, mais disons que la troupe s'était formée en carré, ça faisait partie des habitudes, hein. Il y avait quatre carrés, premier, deuxième chasseur, premier, deuxième grenadier, de chaque côté de la route de Waterloo, on peut dire la route de Waterloo. Donc, ils étaient deux et deux de chaque côté, ils étaient chargés, bon, d'être un petit peu le frein. Alors, j'ai une dernière question. Alors, vous me pardonnerez, parce que je sais que vous êtes historien. Je le fais pas souvent, mais j'ai envie de le faire avec vous. Donc, c'est une question d'histoire-fiction. Imaginons que Napoléon gagne à Waterloo. Est-ce que vous pensez que ce scénario suivant est possible? C'est-à-dire que Napoléon gagne à Waterloo, le cabinet britannique change, les conservateurs perdent le pouvoir, c'est les libéraux qui arrivent au pouvoir en Angleterre suite à la défaite de Waterloo, et Alexandre Ier, qui était déjà réticent à intervenir en Europe de l'Ouest, se retire de la coalition. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un Napoléon vainqueur à Waterloo, une stabilisation de l'Empire, parce que les coalisés, la coalition se disloque avec les deux éléments que je vous ai annoncés. Et le dernier élément qui est quand même peut-être le plus important, c'est qu'on dit, beaucoup d'historiens disent que la disproportion des troupes était trop importante, mais faut pas oublier que durant 15 ans, Napoléon a été capable de repousser toutes les difficultés et que pendant 15 ans, l'improbable a été probable. Donc, est-ce qu'on peut pas estimer que Napoléon vainqueur à Waterloo, finalement, il stabilise l'Empire parce qu'il est capable de soulever les montagnes? Vous avez dit pendant 15 ans, Napoléon a pu arrêter tout le monde. Oui, c'est exact, jusqu'au moment où le 18 octobre 1813, Napoléon a eu contre lui les Prussiens, les Russes, les Autrichiens, 300 000 hommes à Leipzig. Il n'en avait que 200 000. Là, les Alliés ont compris que le temps où ils attaquaient chacun leur tour, eh bien, ils étaient battus systématiquement. Et qu'est-ce qui se passait en 1815? Les Prussiens, les Britanniques étaient en Belgique, arrivaient sur notre droite les Autrichiens, les Russes. Au sud, les Espagnols. Peut-être moins dangereux, mais ils étaient quand même présents. Ça monopolisait des troupes. Et même en Italie, les troupes napolitaines. Bon, il est bien évident que là, Napoléon était complètement encerclé. Mais il faut aller au-delà, et comprendre. Il faut revenir en 1789 et comprendre qu'à cette période-là, la France jette à la tête de l'Europe monarchique la tête du roi et la tête de la reine. Il est évident que dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore vu ça, du moins en Europe, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Europe occidentale. Ces pays, qui sont tous dirigés par des monarques, savent très bien que la République française, sa déclaration des droits de l'homme, son abolition des privilèges, etc., est un poison mortel pour les monarchies européennes. Ces pays n'ont qu'une idée en tête, c'est renverser la France, le régime qui est en place, et le remplacer par un retour des Bourbons. Bon,
Malheureusement, à l'époque, pour eux, la France est le pays le plus peuplé d'Europe, 30 millions d'habitants, une excellente armée, la meilleure artillerie d'Europe avec Gribeauval, et puis on va avoir en plus le meilleur chef. Donc pendant X temps, on va balayer tout ce qui est devant nous. Mais ça ne va durer qu'un temps. Ça ne va durer qu'un temps jusqu'au moment où, comme je le disais tout à l'heure, les Alliés vont décider de se regrouper. Et même si nous sommes vainqueurs à Waterloo, eh bien, je suis sûr qu'il y aura une autre bataille avec les Prussiens, les Russes, les Autrichiens, peut-être en Allemagne, peut-être une autre bataille de type Leipzig, mais qu'avec le temps, Napoléon aurait été battu parce que les Alliés n'avaient qu'un seul objectif, c'était se débarrasser de Napoléon, remettre la France dans ses frontières de 1789 avec le monarque, les Bourbons, qui était tout à fait dans la couleur des monarchies européennes. Donc, quel que soit le devenir de Waterloo, il y aurait eu un rebondissement derrière. Et on peut faire, bien sûr, on peut émettre des hypothèses comme vous le faisiez, enfin, vous formuliez celles de certains historiens. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que si Waterloo est une victoire française, il y a un autre Waterloo, mais cette fois-ci qui serait une grosse défaite française avec toutes les armées européennes qui se seraient mises contre nous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci. Au revoir.